Alors, bonsoir jeunes gens. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Apparemment, oui. Bon, très bien. Ok, bonsoir. Donc ce soir, vous avez ici le rappel de comment dire du programme à venir avec Fishben. Donc, première étape, on fera des lives où on, comme ce soir, où on reprend les principaux éléments du programme et on fait quelques applications, ce qu'on fera en l'espèce ce soir. Ensuite, il y aura l'entraînement intensif, avec plus détaillé, avec rappel de cours et toujours des applications. Et enfin, juste avant l'examen, comment dire, le dernier run avec des récapitulatifs et des exercices qui sont transversaux, qui apprendront tout ce qu'on a abordé pendant l'année. Voilà. Alors, euh, donc ce soir, le thème, bon, c'est très large, hein. On a donc le contrat de travail, les clauses particulières, le CDD, les autres contrats atypiques. Alors, ce qu'on appelle les contrats atypiques, vous savez, hein. Alors, ce qu'il faut voir, le principe de départ, c'est que atypique, ça veut dire pas ordinaire. OK. Euh, Quelle est la norme? Contrat normal. Le seul contrat normal, vous vous rappelez, c'est le CDI temps plein. Le CDI temps plein. Tous les contrats de travail qui sont autres que les CDI temps plein sont des contrats atypiques, ok, et qui obéissent à des règles particulières de forme et de mention. Ok. Par exemple, vous avez le contrat de travail à temps partiel, vous avez le CDD, vous avez le CTT, etc., qui sont des contrats atypiques. Ok. Euh, alors, si vous le souhaitez, on va commencer à voir les cas pratiques de ça. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi sur le cours. De toute façon, les cas pratiques vont être l'occasion de faire des rappels de cours, hein. C'est un peu le but de la manip, hein. Alors, premier cas. Donc, Lara travaille à temps plein comme cuisinière dans un hôtel parisien. Son contrat de travail contient, entre autres clauses, une disposition des interdictions d'exercer une quelconque autre activité professionnelle que celle qu'elle accomplit actuellement au sein de l'entreprise. Or, elle souhaiterait, parallèlement à son job, avoir en parallèle, travailler avec une amie euh, pour ouvrir une agence de conseil conjugal. Ok. Alors, question, son projet est-il réellement envisageable? Deux, qu'est-ce qui pourrait y faire obstacle? Ok. Alors, vous notez ici, très important, hein, il y a deux questions à laquelle il faut répondre. Ok. Alors, première question, son projet est-il réellement envisageable? Alors, la question, ça revient peut-être à se demander si il est possible d'avoir plusieurs, d'être salarié dans différentes entreprises en parallèle. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs jobs en tant que salarié? OK. Oui, non, et si oui, est-ce qu'il y a un maximum, etc. Alors, quel est votre avis sur la question? Sachant qu'elle est à temps plein, elle est à temps plein. Est-ce qu'elle peut avoir en parallèle un autre travail salarié? Quelqu'un a-t-il une idée? Non? Alors, est-ce qu'il y a un nombre maximum d'emplois qu'on peut avoir en parallèle? Est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus? Hmm. Alors, on me dit, on me dit non, elle ne pourra pas avoir un autre job à cause de la clause. Ok, alors ça ferait l'histoire de la clause, ça a plutôt un lien avec la deuxième partie de la question, hein. Qu'est-ce qui pourrait y faire obstacle? La première partie de la question, c'est plus général, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs jobs? Alors, Salam dit, il y a un nombre maximum d'heures, il y a un nombre d'heures maximales à respecter, effectivement. Et donc là, c'est tant qu'elle ne dépense pas 44 heures par semaine. Alors, une chose, on verra plus tard, on reviendra plus tard sur le temps de travail, mais sachez que les 40, il n'y a pas de 44 heures, c'est quoi? C'est la moyenne calculée sur 12 semaines consécutives dans un même emploi. OK. Je réfléchis. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Ça implique qu'il y a des heures sup.
puisque tout ce qui dépasse 35 heures sont des heures sup. OK. Alors, c'est vrai sur un même emploi, mais est-ce que ça vous interdit d'avoir d'autres jobs à côté? La réponse est non. La réponse est non. Il n'y a pas un nombre maximum, 5 employeurs. OK. Puisque j'étais dans des écoles différentes et que j'avais chaque fois des temps partiels. OK. Euh, alors, en l'espèce ici, a priori, dans l'absolu, elle aurait le droit d'avoir un autre job à côté. OK. Va se poser la question, alors, c'est la deuxième partie de la question, qu'est-ce qui pourrait y faire obstacle? Alors, il y a effectivement une clause là. Il y a une clause qui lui dit que elle ne peut avoir aucune autre activité professionnelle autre que celle d'être cuisinière. OK. Alors, première question, avant de vous, quel est le nom de cette clause? Quel nom porte cette disposition? Alors, ah, le son coupe. Alors, attends. Ah, ok. Alors, vous m'entendez là? Ça passe mieux? Ça va mieux? Euh, ok, tant mieux. Vous me dites quand il y a un truc qui coince, hein. Alors, dites-moi, quel est le nom que porte la clause qui lui fait interdiction, avant qu'on voit sa validité, qui lui fait interdiction de travailler ailleurs? Comment ça s'appelle ça? Non-concurrence? Euh, non. D'exclusivité, peut-être? Oui, d'exclusivité. C'est une clause d'exclusivité. La clause d'exclusivité, comme son nom l'indique, euh, elle impose au salarié de payer exclusivement pour son actuel employeur. Sous-entendu, aucun autre job en parallèle. OK. Alors, juste avant, alors ceci est une réponse exacte. Juste avant, quelqu'un m'a dit clause de non-concurrence. Pourquoi ça ne peut pas être une clause de non-concurrence? Je vous aide. À partir de quel moment une clause de non-concurrence entre en application? C'est important ça. À Quand partir le de quand contrat se est-ce que... termine? Exact. Après que le contrat se soit terminé. Après que le contrat se soit terminé. OK. Or ici, la clause dit que maintenant, pendant l'exécution du présent contrat, vous ne pouvez pas avoir d'autres jobs. OK. C'est donc une clause d'exclusivité. OK. Alors, une petite chose au passage, c'est très rare. Une clause d'un contrat prévoit que des obligations pèseront sur l'une des parties une fois que le contrat sera terminé. Théoriquement, les clauses d'un contrat s'appliquent aussi longtemps que le contrat est en vigueur. Dès que le contrat est résilié, dès qu'il s'arrête, les clauses ne jouent plus par définition, parce que le contrat est mort. Ok. Exception. L'une des exceptions, c'est le cas de la clause de non-concurrence qui produira effet après, uniquement après que le contrat sera terminé. J'ai une question et une remarque. Un truc que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que sont les obligations fondamentales de tous les employeurs et de tous les salariés. C'est un truc de base. Il faut toujours connaître ça. Il y a 4-5 obligations à la charge de chacun. OK. Euh, quelle est l'obligation légale? Donc pas besoin de clause, hein, parce que c'est le Code du travail qui l'impose. Quelle est l'obligation légale qui impose à tout salarié d'être, je cite, loyal aussi longtemps que son contrat de travail est en vigueur? C'est quoi cette obligation? D'être loyal à son employeur. Facile. C'est l'obligation de loyauté. Vous vous rappelez, l'obligation de loyauté, c'est très important ça, l'obligation de loyauté. C'est-à-dire que le salarié, en fait, alors, question subsidiaire, Euh, qu'est-ce que signifie pour le salarié de devoir être loyal envers l'employeur? Comment ça se comprend, être loyal? Il y a une définition claire, c'est que on attend du salarié, pendant qu'il est au service de son employeur, qu'il ne fasse rien qui soit de nature à nuire à l'employeur, qu'il ne fasse rien qui soit de nature à nuire
à l'employeur, de façon volontaire, c'est important, de nature, de façon volontaire. OK. Euh, alors, ça peut impliquer éventuellement de ne pas lui faire concurrence, mais ça se discute. Alors, ici, on est d'accord, si je reviens sur notre cas, la clause en question, c'est une clause d'exclusivité. Alors, dites-moi, à quelles conditions une clause d'exclusivité est-elle valable? Vous savez, hein, quand vous avez des clauses particulières de contrat de travail, chacune est valable si différentes conditions sont remplies. Ok. Ces conditions sont pas les mêmes, donc clause de non-concurrence, d'exclusivité ou de mobilité. Ok. Quelles sont les ou la condition à respecter pour qu'une clause d'exclusivité soit valable? Ah, attendez, il y a un truc. Attends. Voilà, ma connexion est stable. J'ai installé un amplificateur de signal, donc on va voir si ça marche. Elle est valable si l'employé est à un poste stratégique. Ouais, c'est pas la condition posée par la loi. Si elle peut nuire à l'entreprise, c'est pas idiot, mais c'est quand même pas la condition prévue par la loi. Est-ce que vous vous rappelez? Alors faites gaffe. La réponse, c'est une formule très spécifique que vous devez vous connaître par cœur. C'est des mots-clés. Ah, c'est considéré comme un mot-clé. Alors, je vous aide. En fait, pour la clause d'exclusivité, il y a une seule condition qui s'impose. Ok. C'est que elle soit donc, alors on dit qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. Cette clause doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché par l'employeur. Je répète, hein, fondamentalement, elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, d'accord? C'est-à-dire qu'elle doit être légitime, il doit y avoir une bonne raison pour ça. Et plus précisément, elle doit être, cette clause, justifiée par la tâche à accomplir par le salarié et la clause doit être proportionnée au but recherché par l'employeur. OK. Alors, le but recherché par l'employeur, c'est toujours, au sens large, le bon fonctionnement de l'entreprise, la protection de ses intérêts. Alors, la question ici, si on l'applique en l'espèce, quelle est la fonction de Clara? Elle est aide cuisinière. OK. Question. Euh, Est-ce que le job d'aide cuisinière justifie en soi qu'on vous interdise, qu'on vous interdise de travailler ailleurs pour une quelconque autre activité, pour une quelconque autre activité en plus? OK. C'est quel cas ici, hein, elle veut en parallèle bosser dans une agence de conseil conjugal. Voilà. Alors, vous me dit pas dans ce sens, non. Effectivement. Alors, comment est-ce qu'il faut voir, comment il faut comprendre la chose? Une clause d'exclusivité, en fait, est valable lorsqu'elle est légitime, c'est-à-dire repose sur une vraie bonne raison. Ok. Cette raison, c'est que, comment dire, les fonctions qu'exerce le salarié dans l'entreprise justifient qu'il ne bosse pas ailleurs, au sens où son boulot est tellement délicat, demande une telle intensité, que le salarié ne peut pas avoir un autre job ailleurs parce que sinon, il va cumuler le travail et il va se fatiguer. Et il ne sera donc pas à 100% de ses capacités pour son boulot principal. Ok. Alors, je veux dire une chose, il y a très peu de métiers qui pourraient justifier qu'on insère une clause d'exclusivité dans le contrat de travail. Alors, les deux exemples qui viennent toujours à l'esprit, moi, ceux que j'évoque toujours, c'est par exemple, prenez un pilote de ligne. Un pilote de ligne, c'est simple. Vous avez prenez un bus à 380, puis jusqu'à 800 passagers. Donc, vous
Ok, je suis à nouveau connecté apparemment. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, ok, ça marche. J'ai un petit problème de connexion, on dirait. Euh, alors, attendez, je regarde. Ma vidéo est coupée, peut-être. Ok, ça c'est pour partager. Alors, je reprends. Je reprends. Ça, partager. Ouais, non, non, non. J'ai une petite galère technique, excusez-moi. Attendez, oui. Prenne. Alors, un, on va y arriver. Un, voilà. OK. Alors, voilà, ça charge. Oui, nous disions donc, euh, un deuxième exemple de métier qui pourrait justifier l'existence d'une clause d'exclusivité, c'est le métier de fouleur professionnel. Parce que vous devez être au top de vos capacités, à 100% de vos capacités, physiques en tout cas. OK. Et de fait, vous laissez vous moins efficace au travail. OK. Alors, en l'espèce ici, nous, la salariée, elle est aide cuisinière. Être cuisinière ne nécessite pas oui, d'être au top de ses capacités lorsque vous travaillez. En conséquence, la clause d'exclusivité ici ne serait pas justifiée, ne serait pas justifiée. Donc, cette clause a beau figurer dans son contrat, elle n'est pas juridiquement valable et donc ne peut pas l'empêcher d'avoir cet autre emploi. OK. Euh, alors, deuxième, voilà, je remets le chat. Voilà. Deuxième question. Dans ce même contrat figure une clause par laquelle elle s'est engagée à ne pas saisir la justice prud'homale, donc les prud'hommes, au cas où elle serait en conflit avec son employeur, privilégiant ainsi le recours à une procédure d'arbitrage comme prévu dans une disposition du contrat. Alors, vous vous rappelez ce que c'est que l'arbitrage? L'arbitrage, c'est une justice privée, en fait, c'est légal, hein, dans laquelle les parties donc, renoncent à saisir les tribunaux officiels et choisissent donc cette justice privée qui va leur permettre de choisir les arbitres, d'imposer un jugement et d'imposer aux arbitres la manière dont ils vont juger le litige. Euh, c'est tout à fait légal, hein. Ok. Alors les questions. Quel nom porte la clause d'un contrat, en l'espèce d'un contrat de travail ici, qui prévoit qu'en cas de problème, résolveront leur litige non pas en saisissant les tribunaux, mais en se tournant vers l'arbitrage. Quel nom porte cette clause-là? Qui sait? Vous voyez ou pas? Vous l'avez en première année, hein. En intro au droit. Alors, personne ne voit, non? Est-ce qu'il En s'agit, intro, vous avez vu le Z. C'était dans est-ce les que modes vous, alternatifs de règlement des différends. est-ce que Ouais, vous vas-y. m'entendez? Oui, je t'entends bien, je t'entends. Ok. Est-ce qu'il s'agit par hasard d'une clause compromissoire? Exactement, exactement. C'est une clause compromissoire. Tout à fait. Une clause compromissoire. OK, c'est tout à fait ça. Alors, la question, est-ce que les clauses compromissoires peuvent ou non être valablement insérées dans un contrat de travail? Est-ce que c'est légal d'avoir ce type de clause dans un contrat de travail? Oui, non, pourquoi? Quelqu'un voit? Eh bien, rappelez-vous, rappelez-vous.
Quand il y a un litige, les litiges individuels qui opposent un salarié à son employeur à propos du contrat de travail relèvent de la compétence de quelle juridiction? Je vous pose ma question, hein. Les litiges individuels qui opposent un salarié à son employeur au sujet du contrat de travail, ces litiges-là, relèvent de la compétence de quel tribunal? Prud'homme, Lequel tu dis? prud'homme, Prud'homme. On est d'accord, entièrement d'accord. OK. Alors, ça veut dire que si la clause compromissoire est valable, les prud'hommes ne sont pas compétents. Donc, ça veut dire qu'on pourrait éliminer la compétence des prud'hommes par l'insertion d'une clause compromissoire. OK. Est-ce que c'est oui, non, pourquoi? Alors, la réponse, c'est une règle de droit, c'est très simple. Quelqu'un voit? Simple. On dit toujours que la compétence des, je cite, hein, la compétence des prud'hommes est d'ordre public. Est d'ordre public. Question. Ça veut dire quoi l'expression quand on dit qu'une règle est d'ordre public? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est impérative. Une règle d'ordre public, jeunes gens, c'est une règle impérative. Ok. Question. C'est quoi le contraire d'une règle de droit qui ne serait pas obligatoire? C'est quoi le contraire de règle d'ordre public? Alors, c'est pas facultatif. Il y a un mot juridique. C'est quoi? Vous voyez pas? On dit que c'est une règle supplétive. Une règle supplétive, c'est une règle de droit que la loi propose aux gens d'appliquer, mais que les gens ont le droit d'écarter. Ok, par exemple, un truc, règle de droit supplétive. La femme mariée, le Code civil dit, la femme mariée prend le nom du mari. Ok, quand elle se marie. Ok. Mais ça, c'est pas obligatoire. Les gens peuvent faire ça. Quand une femme se marie qu'un homme, elle peut très bien prendre le nom du mari, mais c'est pas obligatoire. Moralité, cette règle de code civil est une règle supplétive. Ok. Par contre, lorsque le code du travail dit la compétence des prud'hommes est obligatoire, c'est-à-dire qu'en cas de litige individuel entre un employeur et un salarié, on peut pas, les parties ne peuvent pas renoncer par une clause à saisir les prud'hommes. Ça veut donc dire que la compétence du prud'homme pour ce type de litige est d'ordre public. En conséquence, la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail est illégale. Ok. Elle serait tout à fait valable dans un contrat commercial, par exemple, mais pas dans un contrat de travail. Pourquoi? Parce que l'arbitrage, c'est des juges privés, des gens qu'on va choisir, ça peut être n'importe qui vont juger. Et on a peur que le salarié se fasse carotter dans ce truc. Ça, on pense que l'arbitrage ne garantit pas les droits du salarié. Et la garantie pour le salarié d'avoir un truc vraiment, un tribunal vraiment indépendant, c'est les prud'hommes. Donc on oblige les parties, employeurs-salariés, quand il y a une embrouille, à porter leur affaire devant les prud'hommes. Ça va? C'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. T'en prie. Concernant les règles applicables pour ce cas précis, est-ce Ouais. que par exemple nous devons citer tout ce qui est en relation avec les MARD et parler en fait à quel moment c'est accepté d'instaurer par exemple cette règle ou pas? Alors, tu vas pas parler de tous les mardes, tu vas pas parler de la conciliation, de la médiation, etc. Parce que ça n'a pas de lien avec la question. Ici, ta question, elle est claire. Tu vois, on veut te faire dire que la clause en l'espèce est une clause compromissoire. Ok. La clause compromissoire ne renvoie uniquement qu'à un des mardes, c'est l'arbitrage. Ok. Alors, tu n'as même pas vraiment en l'espèce, tu n'aurais pas à expliquer ce qu'est l'arbitrage. Tu n'auras pas expliqué ce que l'arbitrage. Le seul truc, toi, que tu es censé savoir dans le cadre de ce cours, hein, c'est que la compétence pour les litiges individuels relatifs au contrat de travail, le seul tribunal compétent est les prud'hommes. OK. Et cette compétence est obligatoire. Comment est-ce qu'on exprime ça? On dit la compétence des prud'hommes est d'ordre public. En conséquence, toutes les clauses qui diraient quelque chose de différent, OK, sont nulles et non écrites. Sont nulles et non écrites. Et donc, une clause compromissoire ne peut pas être valable parce qu'elle contredirait cette règle de droit
impérative qui postule justement la compétence des prud'hommes pour les litiges individuels. Ça va? Mais tu vas pas t'emmerder à disserter sur les mardes. Non, 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 non. Si tu le fais, ça va pas être faux. Tu vas juste perdre un temps fou. Tu vas juste perdre un temps fou et c'est pas la question qu'on attend. Ça va? Alors la grande difficulté, vous savez toujours, je sais que c'est toujours, c'est votre difficulté principale. Quelles sont les limites des réponses que vous devez donner? Alors, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. C'est un peu délicat. Disons que euh, vous devez toujours suffisamment justifier vos réponses, sinon vous faites défoncer. OK. Maintenant, ça sert à rien de faire du rab, de parler de choses superflues, parce que vous allez simplement c'est que si vous parlez d'autres choses, des choses superflues, ça va pas vous porter préjudice, mais par contre, vous allez perdre un temps de dingue. Ok. Or, vous savez que enfin, ces dernières années, j'ai remarqué que les sujets sont de plus en plus longs. Il y a de plus en plus de baratins, il y a de plus en plus de pièces jointes à lire, etc. Donc, vous devez plus que jamais bien gérer votre temps. Il faut bien gérer votre temps, sinon vous n'allez pas réussir à répondre à tout. Ok. Si vous commencez à faire du hors-sujet, ça, vous allez vous torpiller. Voilà. Donc l'idée, c'est répondre suffisamment, mais pas trop. Ok. Maintenant, une chose. Dans le doute, expliquez, prenez toujours le choix d'expliquer plus que pas assez. Pas assez, vous allez vous faire allumer, direct. Plus, c'est pas grave. On va jamais vous reprocher de trop expliquer. Hein. C'est pas punissable de trop expliquer. Simplement, vous perdez du temps. Ok. Alors que si vous n'expliquez pas assez, là, vous faites surdéfoncer. Ok. Donc, dans le doute, allez-y. Mais l'idée est d'économiser, quoi. L'idéal, c'est de bien calibrer sa réponse et de filer juste les éléments essentiels qui suffisent à justifier votre réponse. Ok. Ça va? Je sais que c'est pas évident, hein, mais il n'y a qu'avec la pratique qu'on arrive à peu près après à quantifier le volume de la réponse. Ça va? Alors, alors, ce qui se passe, je remplirai ça après moi. Là, pour ce soir, je t'en prie, je t'en prie. Là, ce soir, on corrige. Moi, je remplirai les machins et Michael vous les filera après. OK? Alors, deuxième cas. Au terme d'un échange de mails échelonné sur plusieurs semaines, une entreprise de téléphonie mobile a prévu l'embauche d'un commercial, Monsieur Horst. Ses fonctions ont été définies, ainsi que son salaire, date d'entrée en fonction et lieu de travail. OK. J'ai une question. Euh, la fiche de poste, la rémunération, la date d'entrée en fonction et lieu de travail, euh, ça correspond. Comment ça s'appelle? Ce sont ce qu'on appelle les éléments essentiels du contrat de travail. Les éléments essentiels du contrat de travail. OK. Hmm. C'est pareil, si vous prenez le contrat de vente, quels sont les éléments essentiels? C'est quel est l'objet de la vente, qu'est-ce qui est vendu et quel est son prix. Ok, voilà. Chaque contrat, chaque type de contrat a des si ça manque, le contrat n'est pas valable. Ok. Un contrat de vente sans un prix, c'est pas un contrat de vente, hein, c'est rien. Ok, voilà. Euh, alors, donc, ces fonctions étaient définies. Manque de bol. 8 jours avant la date de début des fonctions, Monsieur Horst reçoit un courrier de l'entreprise lui disant qu'en fin de compte, en raison de la réorganisation de la boîte, des postes ont été supprimés et son embauche, en fait, ne se fera pas. OK. Alors, il commence à rebusquer, il appelle le DRH de la boîte, laquelle ou lequel lui répond qu'en fait, il n'y a pas eu de contrat de signé et qu'en conséquence, l'entreprise n'était pas engagée. OK. Question. Que pensez-vous de cet argument? Alors, une chose, comment est-ce qu'on pourrait reformuler, en fait, ici, le problème juridique? Comment on pourrait reformuler ça? Vous voyez? Non? De se demander si c'est une promesse d'embauche. Exact, exact. Tout à fait. Hein. Donc, le problème juridique ici, est-on ou non en présence d'une promesse d'embauche? OK. Alors, alors, dans la règle de droit, comment vous faites tout? Vous balancez la règle de droit, ce que dit la loi, et ensuite, vous appliquez en l'espèce pour voir si ça correspond ou ça ne correspond pas. OK. Euh, alors, euh,
Promesse d'embauche. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la règle de droit, ce que dit le Code civil, c'est que la promesse de contrat, autrement dit, la promesse d'embauche vaut embauche. Donc, la promesse d'embauche vaut contrat de travail. De la même façon que la promesse de vente vaut, ça fonctionne. OK. Pourquoi? Parce que dans une promesse, celui qui fait une promesse s'engage, puisqu'il a promis. OK. Donc, il doit tenir parole, respecter l'engagement qu'il a pris. Donc, une promesse lie celui qui l'a fait, il engage juridiquement celui qui l'a fait. OK. Alors, pour qu'il y ait une promesse, il faut que les éléments essentiels soient là. A priori, on les a ici. On les a ici. Salaire, date de fonction, date de début du travail. OK. Et en plus, l'énoncé vous le dit clairement, hein, a prévu l'embauche. Donc, a priori, ça ne se pose pas. Euh, que se passe-t-il donc lorsque une promesse d'embauche n'est pas, au final, honorée par l'entreprise? Comment ça s'analyse? C'est un peu ça, c'est la question de un peu. Comment ça s'analyse? À quoi ça revient? La conséquence de la rupture de la promesse, du coup, par l'employeur, c'est Ouais, comme si c'était un licenciement injustifié. Et du coup, normalement, il y a absolument. des dommages et intérêts et des Hum, indemnités compensatrices de préavis, non? Absolument, absolument, tout à fait. Hein, parce que une promesse, c'est un engagement, c'est un contrat. Une promesse, c'est contractuel, c'est un engagement. À partir du moment où vous rompez une promesse, vous rompez un contrat. Une rupture de contrat, à moins d'être justifiée, est fautive. Ok, de rupture de contrat. Alors, ici, le contrat dont il s'agit, c'est un contrat de travail. Quel nom porte le fait pour un employeur de rompre unilatéralement un contrat de travail? Ça s'appelle un licenciement. Ok. Or, un licenciement est valable si, un, il y a un motif valable, une cause réelle et sérieuse, et deux, si l'employeur a respecté la procédure à suivre. Hein, convocation, entretien, notification, etc. OK. Or, en l'espèce ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a fait une promesse, elle s'était engagée. Puis, en rompant cette promesse, elle rompt le contrat de travail qui avait été conclu. Elle rompt le contrat de travail. OK. Il s'agit donc d'un licenciement. Ce licenciement, en fait, ne repose pas sur un motif valable. Il n'y a pas de cause réelle sérieuse qui est évoquée ici. Aucune procédure de licenciement n'a été engagée. On est donc en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, ce qu'on appelle couramment un licenciement abusif. Quelle en est la conséquence? Eh bien, si le salarié choisit de saisir les tribunaux, en l'espèce les prud'hommes, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, voilà, j'ai été injustement, illégalement licencié. Je réclame donc, alors quoi? Des dommages-intérêts, puisque la rupture du contrat est fautive, dommages-intérêts, pour réparer le dommage subi. Alors, théoriquement, s'y ajouterait des indemnités de licenciement. Bon, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le cours, mais pour avoir droit aux indemnités de licenciement, il faut une certaine ancienne entreprise. De combien? Je ne sais pas si vous avez vu déjà cette question, mais quelle est l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour prétendre à des indemnités de licenciement? Vous savez? Non, vous n'avez pas vu encore? 8 mois. 8 mois d'ancienneté. OK. Or, lui, il a 0 mois. Par définition, il a 0 mois. Donc, il ne pourrait pas réclamer d'indemnité de licenciement. Mais par contre, comme il y a bien eu une rupture de contrat de travail foireuse, il pourra réclamer dommages et intérêts. Alors maintenant, encore une fois, les dommages et intérêts, en général, sont en fonction de son ancienneté dans la boîte. Son ancienneté suit ses zéros. OK. Donc en gros, là, il aura plutôt. Alors, il y a, du fait qu'il n'y a pas eu de procédure de respecter, hein, vous savez, convocation, entretien, notification, là, pour ça, vous avez droit à un mois de salaire brut, logiquement. OK. Euh, pour l'absence de cause réelle et sérieuse, logiquement, je sais même pas euh, s'il aurait droit à des dommages et intérêts. Donc, en gros, de façon certaine, il aurait euh, un mois de dommages et intérêts, l'équivalent d'un mois de dommages et intérêts brut pour le défaut de procédure. Et il faudrait voir dans le tableau, dans le tableau de la jurisprudence Macron, là, s'il a droit à des licenciements. Ok, donc, en gros, il aurait un bounty et un pins, quoi. Voilà. Ça va? Alors, donc, si je résume ici, on est en présence d'une promesse d'embauche. La promesse d'embauche vaut embauche.
dès l'instant où la promesse contient les éléments essentiels du contrat de travail, qui sont en l'espèce réunis. OK. Euh, la promesse va en contrat. Lorsque l'employeur revient, j'ai pas vu d'indemnité de licenciement normalement. Non, il n'y en a pas parce qu'il n'a pas. Alors, pareil. À quelles conditions, c'est au pluriel, à quelles conditions est-ce qu'un salarié a droit à un préavis de licenciement? Réponse. Il faut, un, qu'il ait été licencié ni pour faute grave ni pour faute lourde, ce qui est le cas ici. Et deux, il faut qu'il justifie d'une ancienneté minimale de 6 mois. 6 mois pour le préavis, 8 mois pour les indemnités légales de licenciement. OK. Comme lui, il a zéro ancienneté, théoriquement, indemnité compensatoire de préavis, non. Indemnité de licenciement, non. OK. Dommage d'intérêt, il faut voir le tableau Macron. Il y a peut-être un petit billet. Le seul truc qui est certain, c'est le non-respect de la procédure de licenciement. Là, c'est un mois de salaire forfaitaire. Tu vois? Voilà. Donc, c'est un licenciement ici, donc illégal, sans cause sérieuse. Mais si le salarié va en justice, il va pas gagner BZF, quoi. Hein. C'est bon? Ça marche? Ça va? Des questions? N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous avez. Hein. Hein. Alors, si c'est bon, cas numéro 3. Alors, après que le directeur général ait informé les salariés des sévères difficultés que rencontre la boîte, euh, tu vois bien pour le moment, c'est bien, ça rassure. Hein. Euh, c'est pas la chute qui est dangereuse, c'est l'atterrissage, c'est ça. Hein. Alors, après donc que le directeur général informe les salariés que la boîte a des problèmes, il décide de mettre en œuvre des mesures de réduction de coûts. Et par voie d'affichage, il informe l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise que dès le mois suivant, ils ne recevront plus la prime de Noël de 300 euros traditionnellement au mois de décembre. OK. Et ils touchaient cette prime de Noël, entre guillemets, depuis la création de l'entreprise en 2016. Ça veut dire que GATT, ça fait depuis 8 ans, voire 9 ans, chaque année, les salariés non cadres, qui ne sont pas cadres, avaient droit à ces 300 balles. OK. Le CSE, qui donc représente c'est la représentant du personnel, demande à être entendu pour aller gueuler. L'employeur les évite et donc rien ne se passe. OK. Alors, la question posée ici, c'est est-ce que les salariés sont ou non en droit d'exiger le versement de cette somme? En gros, est-ce que cette somme, cette entre guillemets prime de Noël, est-ce qu'elle aurait dû ou pas? OK. Alors, en fait, comment dire, le problème juridique, euh, il faut le reformuler. Et la réponse à cette question, ça c'est un truc qui est, comment dire, non, pas difficile, mais la réponse doit vraiment être organisée. C'est-à-dire qu'elle doit se faire en deux temps. Le premier temps, pour répondre à cette question, c'est de savoir, première question, qu'est-ce que c'est que cette prime de Noël de 300 balles? Qu'est-ce que c'est que cette prime de Noël? Parce que très souvent dans la vraie vie, vous verrez, on appelle prime des trucs qui ne sont pas des primes. Une prime, c'est vachement clair. Hein. Une prime, c'est très simple. C'est une somme d'argent qui est attribuée. Alors déjà, une prime, elle est écrite quelque part, en général dans la convention collective. Ok. Et deux, la convention collective précise les conditions auxquelles un salarié a ou non droit à une prime. Ok. Bon. Là déjà, on ne parle pas de convention collective, y a rien d'écrit. Ok. Donc cette prime, elle tombe du ciel. En gros, cette prime n'est pas une prime, c'est autre chose. C'est pas une prime au sens strict du terme. Ok. Donc première question, quelle est la nature de ces 300 balles? C'est quoi? Ok. Et deux, est-ce que l'employeur peut cesser de la verser après qu'il l'ait fait pendant apparemment 8 années consécutives? Ok. Alors, première question, jeunes gens. Quelle est la nature juridique de cette, entre guillemets, prime de Noël? C'est quoi? Quelqu'un a-t-il une idée? Ah, Un très bien, très usage, bien. Ouais, ça là, très bien. Définir l'usage et les modalités de dénonciation. Absolument. OK. Donc, la première question, c'est cette prime de Noël est-elle ou non un usage? Alors, précisément, quel type d'usage? Parce qu'il y a deux sortes d'usages. Il y a les usages d'entreprise et les usages professionnels. C'est pas la même chose. Ici, ce serait quoi? À l'usage professionnel?
Non, perdu. Tu avais une chance sur deux. Un usage d'entreprise. Alors, juste un truc, les gars. Un usage professionnel, alors un usage, c'est quoi? Un usage, c'est une pratique. C'est un truc qui se fait. En général, les usages ne sont pas écrits. Ça se fait, mais c'est écrit nulle part. OK. Ah, c'est comme la coutume un peu, hein. Coutume et usage, c'est deux notions qui sont extrêmement proches. OK. Un usage professionnel, c'est une pratique en vigueur dans un métier professionnel, dans une profession. Ça, moi, les conducteurs routiers, les restaurateurs, les enseignants, ce que je sais, moi, les mecs dans les travaux publics. OK. Et ça, c'est valable dans toutes les entreprises de cette profession. Ce sera toutes les entreprises de transport routier, etc. OK. Euh, le truc, c'est qu'un usage professionnel, ça peut être bon pour le salarié, ou au contraire, ça peut être une contrainte pour lui. Ok. Donc ça peut être un droit ou une obligation. Ok. Et ça concerne toutes les entreprises d'un même métier, la banque, l'assurance, le transport routier, etc. Ok. À l'inverse, un usage d'entreprise, c'est spécifique à une boîte en particulier, à une entreprise, qui peut avoir 2 salariés ou 2 millions de salariés, ça ne change rien. Ok. Et c'est une pratique donc, spécifique à une boîte donnée. C'est une pratique qui revêt 3 caractères. Lesquels? Quels sont les 3 caractères que doit revêtir une pratique pour devenir un usage d'entreprise? Alors, vous savez quoi? Vous savez que ça, ce cas pratique, ça, cette question-là, elle est tombée cette année à l'examen à l'UE1 du DSCG. Alors, c'est salaud parce que c'est pas dans le programme des relations juridiques du DSCG, c'est un programme de droit social. Et donc, vos aînés ont eu ça à l'examen. Alors, c'est un peu un coup en traite parce que ce n'est pas dans le programme du DSCG. Alors, une chose, quand vous serez en DSCG, faites gaffe. La leçon de tout ça, c'est que désormais, vous devez vous rappeler, quand vous êtes en DSCG, vous devrez vous rappeler de tous vos droits de vos sociétés, de l'intro au droit et du droit social, parce qu'on pourra très bien, à l'occasion du E1, du DSCG, vous poser des questions sur ce que vous avez appris les années précédentes. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et ça fait mal. Ok, donc je vous en parle maintenant, on en parlera plus tard, mais ayez-le déjà en tête. Ok. Donc, je reviens sur ma question. Quels sont les 3 caractères que doit revêtir une pratique pour devenir un usage d'entreprise? Alors, il y a la généralité, Mhm. la fixité et la constance de l'usage, du montant Affirmatif. et de la prime. Affirmatif. Alors, explique-moi ça. Comment on comprend ça? Ça veut dire que alors, tous les salariés de la boîte ou toute une même catégorie de salariés doit avoir droit à l'usage, doit bénéficier de l'usage. OK. Deuxième condition. La constance, il faut que cet usage soit une pratique, on va dire, répétée, automatique, et en général, au final, assez ancienne, puisque au fur et à mesure des répétitions, ça s'étend dans la durée. Ok. Il ne faut pas que ce soit un truc intermittent ou accidentel. Il faut qu'il y ait une certaine, un caractère systématique, ok, répétitif. Enfin, la fixité, il faut que à l'avance, cet usage savent à quoi l'usage donne droit. À de la thune, à une caisse de pinard, à 2 jours de vacances supplémentaires, etc. OK. Alors, ici, euh, cette pratique est-elle générale? Oui, parce qu'apparemment, l'ensemble des non-cadres y ont droit. OK, donc on a bien la généralité. Deux, c'est bien fixe, parce que chaque année, ils reçoivent la même chose, ils reçoivent 300 balles. OK. Trois, c'est bien constant, puisque chaque année, au mois de décembre, depuis 8 ans, donc il y a vraiment une répétition, à 8 ans, ils touchent cette somme. Moralité, là, entre guillemets, la prime de Noël, qui est en fait n'est pas une prime, hein, c'est un usage d'entreprise, enfin, est un usage d'entreprise, cet usage d'entreprise est un usage d'entreprise, parce que cette pratique est donc générale, fixe et constante. À partir de là, la loi dit que un usage d'entreprise constitue un droit pour les salariés et une obligation pour l'employeur. Une obligation. Alors même que c'est écrit nulle part. Ça, par exemple, c'est un exemple de règles de droit non écrites. Toutes les règles de droit ne sont pas écrites. La majorité le sont. Vous les avez dans les codes, dans le règlement intérieur, dans les conventions collectives, dans la Constitution. Mais il y a aussi des règles de droit non écrites. Et l'usage d'entreprise ou l'usage professionnel font partie de ces règles de droit non écrites. Ok. Voilà.
Alors, à partir de là, ces 300 euros, qui sont un droit pour les salariés, ces 300 euros leur sont dus. C'est un dû. Ils peuvent en exiger le paiement. OK. Alors, question, comment l'employeur peut-il faire pour mettre fin à l'usage? Alors, il y a une façon principale de le faire, c'est de mettre en œuvre ce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, hein, c'est ça là qui m'a dit, mettre en œuvre la procédure dite de dénonciation de l'usage. OK. Alors, on le verra au cours de l'année, le verbe dénoncer, quand vous dénoncez une dénonciation collective, on parle aussi de dénoncer un traité. OK. Par exemple, les Américains ont dénoncé plusieurs traités qu'ils avaient au préalable signés. OK. Bande d'enfoirés. Euh, et donc, la dénonciation, en fait, c'est le fait de résilier unilatéralement un accord que l'on a passé au préalable. Alors, quelles sont, quelles sont les étapes que doit suivre la procédure de dénonciation pour que l'employeur puisse mettre valablement fin à l'usage? Alors, vous avez en fait deux ou trois étapes. OK. La première étape, qui facultative, est pour l'employeur de devoir consulter les représentants du personnel sur son projet de dénonciation. OK. Consulter. Ça veut dire que si l'entreprise comporte un CSE, parce qu'en dessous par exemple, de 10 salariés, en dessous de 11 salariés, il n'y aura pas de CSE. OK. Entre 1 et 10 salariés, en général, une boîte n'a pas de CSE. OK. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de CSE, l'employeur n'a personne à consulter. Donc, dans ce cas-là, on zappe cette étape. OK. Ici, on vous dit qu'il y a un CSE. Donc, le CSE doit être consulté. L'employeur doit les convoquer, dire voilà, j'envisage de mettre fin à cet usage, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Alors, précision, en droit du travail, dès que l'employeur lève le petit doigt, dès qu'il veut faire n'importe quoi, il a en gros l'obligation de demander son avis au CSE, à l'occasion de la réunion mensuelle qui est. OK. Mais un avis, c'est pas une autorisation. C'est-à-dire que même si le CSE dit ah, on n'est pas d'accord, l'employeur n'a rien à foutre, hein. L'employeur, c'est lui le boss, il fait ce qu'il veut. Par contre, il doit poser la question. Parce que j'ai une question. Que se passe-t-il si un employeur ne consulte pas le CSE alors qu'il l'aurait dû? Comment ça s'appelle? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle un délit d'entrave. C'est une infraction pénale. Un délit d'entrave. Un peu comme quand l'employeur empêche l'inspecteur du travail de faire son boulot, de rentrer dans l'entreprise, etc. Hein, délit d'entrave. Ça, c'est le délit d'entrave au détriment de l'inspecteur du travail. Ici, ce sera délit d'entrave envers le CSE. OK. Donc cette première étape, elle est facultative selon qu'il existe ou pas un CSE. Deuxième étape, l'employeur doit alors informer individuellement chaque salarié qui bénéficie de l'usage. Informer individuellement. OK. Enfin, trois, l'employeur doit respecter un délai de prévenance. Alors, préavis, délai de prévenance, c'est la même chose. OK. Selon le contexte, on utilise tantôt ce terme, tantôt l'autre. OK, mais c'est synonyme. OK. Il doit donc respecter un délai de prévenance raisonnable entre le moment où il annonce la fin de l'usage et le moment où l'usage cesse. OK. Ce délai de prévenance doit être raisonnable. Alors, comment ça se comprend? Ça veut dire que le délai de prévenance, je cite, hein, doit être d'une durée proportionnelle à l'ancienneté de l'usage. Une durée proportionnelle à l'ancienneté de l'usage. Faites gaffe, ça ne veut pas dire aussi longtemps que l'usage. Ici, attends, l'usage, il a 9 ans, le mec, il va pas attendre 9 ans à partir du moment où il dit que l'usage s'arrête pour que celui-ci s'arrête. Non, l'idée, c'est que plus l'usage est ancien, plus long doit être le délai de prévenance. OK. Bon, ben ici, à la louche, hein, vous avez un usage qui a 9 ans, c'est ancien, hein. Combien de temps est-ce que l'employeur doit respecter entre le moment où il dit effective l'usage? Il faut compter en mois, faut compter en mois, même pas en semaines, à mon avis. Donc là, à vue de nez, mais ça, c'est difficile parce qu'il n'y a pas une règle, hein. C'est cas par cas. Moi, je dirais qu'il faut au moins, je sais pas moi, 5 6 mois. 5 6 mois. On veut laisser en fait le temps en fait aux salariés de venir prendre la tête à l'employeur pour lui faire changer d'avis, quoi. C'est un petit peu l'idée, quoi. OK, voilà. Bon. Application au cas. 1. Est-ce que le CSE, alors est-ce qu'il y a un CSE? Oui. Est-ce qu'il a été consulté par l'employeur? Non. Déjà, première merde, première raison pour considérer que la procédure de dénonciation ne s'est pas faite correctement. Deuxième question.
Est-ce que les salariés ont été informés individuellement de la fin prochaine de l'usage? Non. Par voie d'affichage, ça c'est une information collective, l'affichage. C'est pas individuel. Individuel, ce serait une lettre recommandée, par exemple, accusé de réception. Ou bien l'employeur fait défiler un par un les salariés dans son bureau, leur notifie par écrit le bordel et leur demande de signer et dater. Voilà, ça c'est individuel. Ok. Ici, un affichage, c'est pas individuel. Enfin, troisième truc, est-ce que un délai de prévenance raisonnable a été respecté? Pas franchement. Que entre le moment où l'employeur dit l'usage va s'arrêter et le moment où il cesse de payer, il y a un mois. Un délai de prévenance de un mois pour un usage qui a 9 ans d'ancienneté, ça ne le fait carrément pas. Moralité, pour trois raisons cumulatives, la dénonciation de l'usage ne s'est pas faite dans les règles. Conséquence. L'usage est toujours en vigueur et donc cette année encore, les salariés seront en droit d'en exiger le paiement. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là, l'employeur? C'est simple, il doit reprendre la procédure à zéro. Alors, il réinforme les salariés, il notifie individuellement aux salariés et il respecte un délai de prévenance. Donc, il doit reprendre la procédure à zéro. En tout cas, pour l'instant, la procédure de dénonciation n'ayant pas été correctement respectée, l'usage est en vigueur et donc l'employeur doit casquer. Ça va ou pas? C'est bon? Comment on fait? Hein, donc, dans la partie règles de droit, donc ici, on a deux trucs. Hein. Ça, c'est un peu technique comme cas. Il est un peu difficile, mais c'est pas grave. On le fait ensemble, comme ça, vous voyez quelle est la démarche. Hein. Ici, il faut résoudre deux questions. Un, c'est quoi cette prime de Noël? C'est quoi juridiquement? Ok, réponse, donc on a dit, c'est un usage d'entreprise et on explique pourquoi. Deuxième étape, est-ce que l'employeur a correctement mis fin à cet usage? Réponse non, parce que la procédure de dénonciation n'a pas été respectée. Ok. Conséquence, l'usage reste en vigueur et donc les salariés peuvent encore exiger le paiement de cette somme. Ça va? Voilà. Alors, cas numéro 4. Par le biais d'une petite annonce passée dans un gratuit, Madame Morel, retraitée de la Poste, fait appel à un spécialiste plomberie et sanitaire qu'elle charge de remettre à neuf sa salle de bain. Elle prend une chez sa cousine. Pendant ce temps, donc le mec qu'elle a embauché, quoi, travaille seul, et alors qu'il décharge du matériel de sa camionnette, il se blesse gravement à la main. Il envoie alors un mail à Madame Morel en disant que j'ai eu un accident de travail, ça va vous coûter cher, je vais vous assigner en justice. Ok. Alors Madame Morel commence à flipper et vient vous consulter pour savoir ce qu'elle risque. Ok. Alors, là encore une fois, la question, le problème juridique n'est pas clairement posé. Quel est-il? Quelle est la réponse? Quelle est la question à laquelle on doit en fait répondre ici? Comment vous formuleriez, jeune gens, comment vous formuleriez la problématique juridique ici? Qui a une idée? Personne ne voit? C'est pas compliqué, hein. Personne ne voit. L'existence d'un contrat de travail, ce qu'on appelle comme Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Quelle est la nature de l'accord, du contrat passé? Quelle est la nature du contrat passé entre Madame Morel et le plombier, là, le spécialiste plomberie? Ok. Alors, plus précisément, est-ce que c'est un contrat de travail ou est-ce que c'est quoi le contrat de travail? C'est quoi le truc qui ressemble au contrat de travail, mais qui est très différent? Comment ça s'appelle? Très Contrat de important. prestation. Oui, c'est quoi, Contrat de- c'est quoi le vrai nom du contrat de prestation? Le vrai nom juridique. Contrat, faites gaffe, Entreprise? bien sûr, Non. très bien, le contrat d'entreprise. OK? Alors, ça, c'est un truc fondamental, par contre. Hein. Savoir, et même dans la vraie vie, c'est un truc vachement important, même dans la vraie vie. Tiens, je viens de voir en septembre, je crois, là, 2025, Uber s'est refait défoncer parce que Uber signait des contrats soi-disant d'entreprise avec les livreurs à vélo, machin, alors qu'en fait, ceux-ci se trouvaient sous la subordination juridique d'Uber. Uber donnait des ordres, contrôlait le travail, sanctionnait les mecs qui bossaient mal. Et donc, de fait,
les, les mecs d'Uber étaient sous la subordination de l'entreprise, donc ils étaient salariés. Et le fait d'avoir signé avec eux des contrats d'entreprise alors qu'ils étaient salariés, bah, en fait, c'est du travail dissimulé. Donc ils se sont repris un coup de lance-flamme, et à mon avis, ils vont se reprendre aussi un coup de pied au cul par l'URSSAF. Ok. Voilà. Donc ici, la question est-on en présence d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise? Alors, quel est le critère? Quel est le critère de distinction entre les deux? Bah, il est simple et fondamental, c'est l'existence ou non d'un lien de subordination. OK. Alors, lien de subordination, vous voyez, c'est que, en gros, comment il se traduit? Bah, on peut le faire de façon simple. On dit que l'exécutant se trouve sous la subordination du donneur d'ordre lorsque, un, le donneur d'ordre, eh ben, par définition, donne des ordres. Ok. Deux, contrôle le travail. Donc pendant que vous bossez derrière votre cul, il regarde ce que vous faites. Et trois, éventuellement, sanctionne la mauvaise exécution. Il commande, il contrôle, il sanctionne. Ok. Ça, c'est le lien de subordination. Ok. Alors, ici, en l'espèce, peut-on considérer que pendant qu'il bossait, euh, le plombier, là, était ou pas sous la subordination de Madame Morel? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, y avait-il ou non un lien de subordination entre les parties ici? Personne ne voit? Ouais. À mon avis, c'est difficile d'en voir un, parce que donner des ordres. Alors, une chose, quand on dit l'employeur donne des ordres, par exemple, c'est il impose quoi? Alors, bien sûr, le travail à faire, ça c'est logique, ok. Mais il impose la façon de travailler, il impose des horaires, il impose une tenue, et il impose, par exemple, de rendre compte. Ok, ok. En gros, ça veut dire que quand le prestataire, je prends un terme neutre, hein, exécute son job, il n'a aucune indépendance. Il ne travaille pas comme il veut, quand il veut. Tout lui est imposé par l'employeur. Ok. C'est ça l'histoire d'ordonner. Ok. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Madame Morel lui dit ce qu'elle veut. Elle dit, voilà, je voudrais que vous fassiez ça, ça, ça dans ma plomberie. Point, point. À partir de là, le mec, il bosse comme il veut. Ça se trouve, il bosse en slip. Il bosse comme il veut. Quand il veut, il vient travailler la nuit. Et à aucun moment, la donneur d'ordre, Madame Morel, est derrière son cul à lui dire il travaille en toute indépendance. Or, quand la prestation est effectuée en toute indépendance, c'est absolument le contraire de sous la subordination. Ok. Donc, en l'espèce ici, monsieur le plombier n'était absolument pas sous la subordination juridique de Madame Morel, donc il n'en était pas salarié. Moralité, si n'était pas salarié, il ne peut pas invoquer un accident de travail. Il n'y a que les salariés qui ont des accidents de travail. Ok. Si un jour vous faites venir, imaginez une fuite de flotte, vous appelez le plombier. Donc, le plombier, c'est un artisan, travailleur indépendant. Il vient. Si en faisant la réparation, il se blesse, c'est absolument votre merde, hein. Là, je suis un peu cynique, mais c'est absolument pas votre problème. Ok, vous n'avez rien à faire. Rien, zéro. Alors, si, évidemment, dans la vraie vie, vous allez l'aider à se soigner, vous allez appeler les secours, etc. Mais vous n'êtes aucunement responsable de ce qui se passe. Ok. Alors que quand un salarié au boulot, un accident, c'est chaud pour l'employeur, hein. Là, c'est vachement compliqué, hein. Il faudra voir si les règles de sécurité ont été respectées. Est-ce que le salarié avait des équipements de protection? Euh, vous allez voir l'inspection du travail qui va tomber sur le poil. Il faut rendre compte à l'assurance maladie. C'est pas la même, quoi, hein. Ok. Ça va? Est-ce que c'est bon? Vous voyez tout ce truc? Mais c'est très important, cette distinction contrat d'entreprise et contrat de travail. J'ai une question. Dans le contrat d'entreprise, quel nom porte le prestataire? Quel nom porte son client? Le nom juridique. Mon contrat de travail, mon employeur salarié. OK. Contrat d'entreprise. C'est quoi le blaze des parties? Vous savez pas? Contrat d'entreprise. Maître Donc le prest... d'ouvrage et je sais Alors, ouais, pas. alors vas-y, c'est qui le maître d'ouvrage? C'est lequel? Le prestataire, non? Non, perdu, c'est le client. C'est le client ou le patient. C'est le client ou le patient, tu vois?
Quand toi, tu vas chez le coiffeur, t'es maître d'ouvrage. Alors, c'est vrai que ça fait zarbi comme terme, hein, mais quand tu vas chez le coiffeur, t'es maître d'ouvrage. Quand tu vas chez le dentiste, t'es maître d'ouvrage. Et si tu fais appel à un avocat pour défendre un truc, t'es le maître d'ouvrage. Ça fait hyper space comme nom, mais c'est ça. Hein. Donc, dans la vraie vie, tu dis client, patient, mais le nom juridique, c'est maître d'ouvrage. OK? Euh, et bien sûr, celui qui fait la prestation, on l'appelle comment? C'est logique. Contrat d'entreprise. On l'appelle l'entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Hein? L'entrepreneur. Un coiffeur est un entrepreneur. Un avocat est un entrepreneur. Un plombier est un entrepreneur. Un électricien est un entrepreneur. Un taxi est un entrepreneur. OK? Parce que ce sont des travailleurs indépendants. Ça va? Alors, faites gaffe. Connaissez ces termes, jeunes gens, rappelez-vous. Hein. C'est les mots-clés qui filent les points à l'examen. Hein. Donc, vous devez impérativement connaître ces mots-clés. Alors, OK, des questions là-dessus? Ça va? C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, petit QCM, ça c'est un petit QCM. Le code du travail s'applique à toutes les personnes qui travaillent pour le compte d'une autre. Vrai ou faux? J'écoute. Alors, Si cette c'est un contrat de affirmation est-elle travail, oui. tout. Mais regarde, ben, simplement, non mais prends-le différemment. Là, je te balance une information. Je dis, le code du travail s'applique à toutes les personnes qui travaillent pour le compte d'une autre. Est-ce que cette affirmation, telle qu'elle est, hein, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que le code du travail ne s'applique aux salariés. Exact, oui, exactement, aux salariés du secteur privé. Absolument. Uniquement aux salariés du secteur privé. OK. Comment on appelle les salariés du secteur public? Les fonctionnaires? Exactement, les fonctionnaires. Est-ce que le code du travail s'applique aux fonctionnaires? Ben Non. 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 Vous savez comment s'appelle le code? C'est le code de la fonction publique. Alors, ça ressemble beaucoup au code du travail, mais il y a quand même des différences. Hein, par exemple, quand vous êtes salarié du secteur privé, à tout moment, un employeur peut vous virer. Il a un motif, une cause réelle et sérieuse, vous êtes licencié. Un fonctionnaire, avant de le virer, c'est la croix et la galère. Hein. D'accord? Donc, il y a des grosses différences à cet égard. Hein. Donc, c'est pas le même code. Il y a des points communs, bien sûr, mais il y a quand même des grandes différences de statut. Hein. OK? Donc, euh, salariés du secteur privé, code du travail, 22 millions de salariés, je crois. Fonctionnaires, fonction publique, code de la fonction publique, 5 millions de personnes. OK. 2. Aldo, salarié, vient de se fracturer la jambe alors qu'il travaillait. Le tribunal des prud'hommes est compétent pour juger les litiges relatifs à cet accident. Vrai ou faux? Alors, autrement exprimé, quel tribunal est compétent pour juger les litiges relatifs au travail? Personne ne voit? Alors, il faut toujours justifier, hein? Non, non, non. Regardez, c'est simple. Les prud'hommes sont compétents pour quoi? Je cite. Les litiges individuels, donc un salarié contre un employeur, relatifs au contrat de travail. Alors, à tous ces stades, l'embauche, période d'essai, exécution du travail, rupture de contrat. OK. Un accident de travail, ça n'a rien à voir avec le contrat de travail. OK. Qui juge ça? Ah ben, c'est simple, c'est le tribunal judiciaire. Le tribunal civil, le tribunal judiciaire. OK. Avant, c'était le TCI, le tribunal qui a disparu et qui a été aspiré par le tribunal judiciaire. Donc le tribunal judiciaire, en fait, c'est un tribunal principalement qui est un tribunal civil, droit de la famille, etc., comme avant TI, TGI, ok. Mais il a récupéré, alors c'est une section spéciale du tribunal, hein, mais ils ont récupéré tous les conflits relatifs aux accidents de travail, ok.
ainsi que les litiges relatifs aux cotisations sociales. Hein, quand vous carottez l'URSSAF, payé par l'URSSAF, il vous tombe sur le poil des employeurs. Ok. Avant, ça s'appelait le TAS, Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Et depuis, ce TAS, comme le TCI, ont été intégrés au tribunal judiciaire. Ok. Donc, tout ce qui est, par exemple, la grève, conflit collectif du travail, les problèmes de convention collective, les problèmes euh, convention collective, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les licenciements économiques collectifs, c'est prud'homme. Ok. Faites bien gaffe, hein, il y a pas que les prud'hommes de compétents. Tiens, s'il y a un délit d'entrave, par exemple, délit d'entrave par rapport, donc l'employeur a fait un délit d'entrave à l'encontre du CSE ou à l'encontre de l'inspecteur du travail. Quel est le tribunal compétent? Ou délit de travail dissimulé. Quel est le tribunal compétent? Qui c'est? Délit, les mecs, délit. C'est Bien sûr que c'est du pénal. Et plus précisément, quel est le tribunal pénal qui juge les délits? Vous Le devez connaître, parce que, correctionnel. bien sûr, tribunal correctionnel. Hein. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel, et les crimes sont jugés soit par la cour d'assises, soit par la cour criminelle. Faites gaffe, vous devez connaître ça, parce que c'est du premier de première année. Et c'est dans le programme de... Attention, faites gaffe, hein. Dans le programme du CG, là, UE3, vous avez hein, la justice du travail. Hein. Je rappelle, hein. Hein, donc, vous devez connaître les différents tribunaux qui sont compétents en droit du travail. Et vous avez donc possiblement tribunal correctionnel, tribunal administratif, tribunal judiciaire et prud'homme. Les quatre. Vous devez connaître ça, les mecs. Hein. Ok. Surtout que c'est facile, quoi. C'est facile. Hein. Alors, donc ça, c'est faux. C'est pas les prud'hommes pour l'accident de travail, c'est le tribunal judiciaire. 3. Dans une relation entre deux personnes où l'une effectue une prestation au profit de l'autre, les parties sont une relation de contrat de travail ou de contrat d'entreprise. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est une question importante, ça. Donc, hein, il y a une personne qui fait un job pour une autre, qui fait avec une prestation au bénéfice d'une autre. Est-ce qu'ils peuvent appeler le contrat qu'ils passent? Est-ce qu'ils peuvent l'appeler du nom qu'ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent dire, oh, c'est un contrat de travail? Ah, bah non, c'est un contrat d'entreprise. Oui, c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, Parce qu'il faut c'est qu'il y ait pas un les lien de parties qui choisissent. subordination. Exactement, exactement. Ce qui va commander la qualification, c'est les faits, c'est-à-dire la vraie vie. Ok. En clair, y a-t-il ou non, en vrai, entre eux, un lien de subordination? Si la réponse est oui, c'est donc un contrat de travail, quel que soit le nom que les mecs ont donné à leur truc. Si la réponse est non, c'est un contrat d'entreprise. Voilà. Donc, tu choisis pas. C'est la réalité qui t'impose la qualification. Et par exemple, si je repense que je disais tout de suite là, Uber vient de refaire défoncer en cassation pour ça, parce que ils avaient choisi. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand vous êtes employeur, c'est la croix, c'est la croix, la bannière. Hein. C'est une galère. Hein. Employeur, tu n'as que des emmerdements et des responsabilités. Faut appeler un chat. Hein. OK. Alors que quand vous êtes maître d'ouvrage, tu n'as rien à faire. Maître d'ouvrage, un mec fait un boulot pour toi. Quand c'est fini, tu payes en honoraire. Basta. Basta. OK. À l'inverse, si le mec qui fait le job pour toi se trouve sous ta subordination, de fait, tu es employeur et tu as une cascade d'obligations qui te tombent sur le poil. Ok. Donc on comprend que, en tant que donneur d'ordre, on préférera toujours être, comment dire, maître d'ouvrage plutôt qu'employeur. Le problème, c'est que tu choisis pas. C'est pas toi qui choisis, c'est la réalité. Et donc, si en vrai, entre vous, il y a un lien de subordination, tu es un employeur et tu dois assumer toutes tes obligations. Et donc, l'exécutant est donc salarié avec tous les droits qui vont avec. Et par exemple, vous prenez Uber, tous les trucs là, les plateformes à la con, Deliveroo, Take It Easy et tout. Les gars, les plateformes disent ah mais nous on met juste les gens en relation, on est juste des maîtres d'ouvrage. Non non les mecs, non vous n'êtes pas des maîtres d'ouvrage parce que tous les gars qui bossent pour vous sont sous votre subordination puisque vous leur donnez des ordres, vous contrôlez le boulot en temps réel. Il y a des mecs qui sont pucés, hein. Et trois, quand le truc est mal fait, vous les allumez. Ok. Donc vous ordonnez, vous contrôlez, vous punissez. Ils sont donc sous votre vous, sous- vous êtes employeur.
Donc, vous devez verser au moins le SMIC, congé payé, machin, droit de grève, URSSAF et tout le bordel. OK. Et alors, bien sûr, ils ne le font pas, parce que, un, c'est des boîtes américaines, donc le droit du travail, il se fait ça dessus, ça c'est normal, c'est des boîtes américaines. Puis deux, ça coûte vachement moins cher. Mais de temps en temps, bah, la justice vous rattrape et il faut passer à la caisse. Ceci étant, je vous dire un truc de vous à moi. Euh, les boîtes qui font ça, elles savent très bien qu'elles violent la loi. Elles le savent. Elles le savent. OK. Mais comment ça se passe? Le temps que les mecs qui sont en frais de salariés, les salariés se réveillent, décident d'aller en justice et qu'il y a une condamnation, ça prend des années. Or, vous savez qu'il y a des délais de prescription. C'est-à-dire qu'un tribunal ne peut pas remonter plus de temps d'années en arrière. Moralité, si vous avez commencé en fait à exploiter les gens il y a 10 ans, bon, tu as un procès, vous êtes condamné, on peut remonter à combien? 3 ans en arrière. OK? Vous allez payer 3 ans de cotisation sociale en arrière, mais vous aurez gagné 7 ans. C'est exactement ce que font les plateformes, ce que fait Ryanair, etc. Donc en fait, la morale de l'histoire est très simple. C'est rentable de violer la loi. C'est rentable de violer la loi. Et comme je le rappelle, on vous explique en économie, les entreprises sont des agents économiques rationnels. Rationnellement, tu vas faire les choix qui te rapportent le plus de thunes. Et donc, si ce choix, si les avantages dépassent les inconvénients, eh ben, c'est simple, hein. Tu n'es pas censé être moral, tu es censé être efficace. Donc, tu violes la loi. Voilà, c'est QFD. Alors, je suis un peu cynique, hein, mais j'explique juste la réalité. OK? Ben, bien sûr qu'ils ciblent les femmes vulnérables. En plus, les livreurs des verrous, je suis pas certain qu'ils ont tous des autorisations de travailler sur le territoire. Donc les mecs en profitent. Alors tu as le chantage. Tu as le gars qui dit, ah, si tu vas au prud'homme, je te dénonce à la police et puis tu vas te retrouver sous OQTF, etc. Ceci étant, sachez que même quand vous êtes en situation irrégulière sur le territoire français, bon, effectivement, vous n'avez rien foutu là, vous êtes censé vous faire virer, mais si vous avez été exploité, vous avez le droit d'aller saisir la justice et de faire condamner l'employeur qui vous a exploité, hein. C'est pas incompatible, hein. C'est ça le paradoxe, hein. Voilà. Alors, suite de l'histoire. 4. En contrepartie de sa prestation, un stagiaire étudiant en école de commerce a droit à un salaire au moins égal au SMIC. Enfin, en tout cas, s'il bosse au moins 35 heures. Vrai ou faux? C'est faux, c'est non. Pourquoi? Exact, exact, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? C'est très simple, la réponse est très simple. Parce qu'il n'est pas salarié, il est étudiant. Un stagiaire, un stagiaire, voilà. Un stagiaire, un stagiaire tout court, hein, c'est toujours un étudiant. OK. Or, un étudiant n'est pas un salarié, c'est un stagiaire. De la même façon qu'un étudiant n'est pas un Voilà, ok, ça c'est bon. Nous disions donc que euh, un stagiaire a donc droit à une rémunération. Alors, le nom de cette rémunération, c'est donc pas un salaire. C'est quoi? En général, on dit une gratification. Une gratification. OK? Gratification, bon, c'est un terme large, mais en tout cas, c'est pas un salaire, c'est pas des honoraires. Alors, j'ai une question. Si un stagiaire, un étudiant, ça, pendant 6 semaines dans une entreprise, à combien s'élève la gratification qu'il va percevoir? Je vous pose ma question, hein. Un étudiant est en stage dans une entreprise pendant 6 semaines. À combien s'élève la gratification qu'il doit recevoir? Quelqu'un sait? Quelqu'un voit? C'est Peut-être 5 000 euros 4,50 par mois, l'heure. non? Alors, Ouais, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une condition pour pouvoir toucher cette thune? faut avoir, Il je faut, crois, plus de 2 mois, hein. ouais, c'est ça, voilà. Il faut exactement avoir, en fait, au moins 2 mois de stage. Alors, 2 mois de stage, je crois que c'est 44 jours, je crois, hein, 44 jours de travail effectif. C'est-à-dire que si juste
2 mois, vous n'avez droit à rien. 2 mois et un jour, vous avez droit à... En gros, ça fait à peu près, je vous rappelle, temps plein, ça vous fait près 600 balles par mois, je crois, de gratification. Donc, si vous avez fait 2 mois et un jour, ça vous fait à peu près 1200 balles. OK. Par contre, si vous avez fait un peu moins de 2 mois, vous ne pouvez rien exiger. C'est uniquement à partir de 2 mois que vous avez le droit à percevoir cette somme. Alors, 5. L'usage professionnel est toujours au bénéfice du salarié. Vrai ou faux? Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. L'usage professionnel est toujours au bénéfice du salarié. Non, ça c'est faux. Faux. Euh, Hmm. alors, l'usage d'entreprise, oui, est toujours au bénéfice du salarié. L'usage professionnel, non. Alors, j'ai une question. J'ai une question. Vous êtes en CDI. Vous êtes en CDI. Ok. Vous voulez démissionner. Vous avez le droit de le faire. OK. Question. Devez-vous ou non respecter un préavis de démission au bénéfice, au profit de l'employeur? Devez-vous respecter un préavis de démission au profit de l'employeur? C'est pas évident que vous sachiez ça. Si c'est noté dans la convention collective ou s'il y a un usage. Très bien. Très bien. Exact. Ah, bien vu. Ouais, exactement. Oui, si donc la convention collective vous impose ça, ou s'il y a un usage professionnel qu'il prévoit. Pas d'entreprise, hein. C'est un usage professionnel qu'il prévoit. Absolument. Absolument. Alors, dans ce cas-là, par exemple, hein, dans ce cas-là, le fait que le salarié démissionnaire doive respecter un préavis, c'est vrai que c'est une contrainte pour lui. Il ne peut pas se barrer du jour au lendemain. Ok. Donc ça, c'est un exemple d'usage professionnel qui serait mauvais pour le salarié. Ok. Tout à fait, bien vu. Si à peine de nullité. En français, normalement, on dit à peine de nullité, hein. En général, on dit sous peine, mais le truc, la formulation la meilleure, c'est à peine de nullité. Un contrat de travail doit être écrit. Vrai ou faux? Rappelez-vous ce que j'ai dit en tout début de cours. Un contrat de travail doit-il être écrit? Là, vous êtes En obligé de faux. nuancer votre réponse. C'est pas vrai ou faux, ça dépend. Il faut préciser. Ça dépend. Je pense que vrai pour les CDD et les CTT. Ouais, ouais, bah, alors, le truc le plus simple, tu prends ça à l'envers. Tu prends ça à l'envers. C'est-à-dire que, Non, à l'exception des CTT et des CDD. ouais, non, 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 tu te prends la tête. Non, non, regarde, fais simple, fais simple. En fait, le seul type de contrat pour lequel un écrit n'est pas obligatoire, c'est le CDI temps plein. CDI temps plein. Tu n'es pas obligé de faire un écrit. Pour tous les autres types de contrats, il faut un écrit. Tu vois, ça va vachement plus vite, hein. Ouais. C'est-à-dire, alors, si je fais la liste, pourquoi il faut un écrit? Pour les CDI temps partiel, les CDD temps partiel, les CDD temps plein, les CTT temps partiel, les CTT temps plein. Ok. Donc en clair, il faut un écrit pour tous les contrats, sauf les CDI temps plein. CDI 35 heures. Ça va? D'accord. Alors, attends, je regarde un truc, tac, tac, tac. Ah, bien. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui? Ok. Regardez le cas numéro un là. On va faire le cas numéro un vite fait. Je dis juste un petit peu. Ah, attends, je bouge ça. Ok. Donc, Luigi est employé comme agent d'entretien dans une entreprise parisienne de confection. Ce contrat contient une disposition Là, suivante. on ne voit pas le cas, monsieur. Ah, alors attends. Hop, faut que je partage le bon alors. Partage. Ça va être ça. Voilà. C'est bon? Ça va? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Alors, allez-y. Vite fait, bien fait. Je vous donne 3 minutes. Faites le cas numéro un. Ça, c'est un classique, ça, hein.
Alors, on le fait ensemble. Alors, première question simple. Quelle est la nature juridique de cette clause? C'est quoi? C'est une clause de non-concurrence. On est entièrement d'accord. C'est une clause de non-concurrence, absolument. Alors, deuxième question. Vous paraît-elle en l'occurrence valable? Alors, dans ce cas-là, c'est le grand classique au point de vue méthode. Vous balancez la règle de droit, vous énoncez ce que sont les différentes validité de la clause, et après, vous checkez condition par condition pour voir si c'est rempli. Et à la fin, vous concluez. Si toutes les conditions sont remplies, vous dites oui, la clause est valable. Si une ou plusieurs des conditions ne sont pas remplies, vous dites non, cette clause n'est pas valable. OK. Alors, quelles sont les conditions, alors règle de droit, quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence? Déjà, l'intérêt légitime. Voilà, Il faudra aussi que ce soit limité dans le temps et l'espace. Donc, il doit y avoir en fait un espace spécifique qui est mentionné. c'est Et ça. normalement, il y a la spécificité de l'emploi. Et Mhm. normalement, c'est pécunier. Ça veut dire que le salarié doit recevoir une contrepartie financière. C'est ça. Voilà, contrepartie. Alors, c'est exactement ça. Donc, alors, par définition, une clause est écrite, hein. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'elle doit être écrite parce qu'une clause est toujours écrite par définition. OK. Donc, tu as dit, première condition, euh, elle doit être légitime. C'est-à-dire que l'employeur doit avoir une vraie raison, motif légitime, pour restreindre la liberté du salarié d'aller ailleurs. OK. Alors, cette raison, c'est que s'il va ensuite ailleurs, il risque de révéler des choses qu'il a apprises dans son boulot actuel. OK. Donc, ça veut dire que ça ne peut concerner que des salariés qui ont accès à des informations ou des savoir-faire sensibles, hein, qui, s'ils étaient divulgués à la concurrence, causeraient du tort à ta boîte. OK. Alors, le gars, il est quoi? Agent d'entretien. Bon, alors déjà, agent d'entretien, tu n'as pas accès à des informations confidentielles ou stratégiques. Donc déjà, première condition, cette clause n'est pas légitime. Vu les fonctions du gars, le mec, il est pas ingénieur de recherche, si tu veux, hein, il n'est pas directeur commercial, il est agent d'entretien. Donc, à l'occasion de ses fonctions, il n'a pas accès à des informations qui, s'ils étaient divulguées à la concurrence, pourraient causer problème. Ok. Donc déjà, c'est mort. Un, la clause n'est pas légitime. Deuxième condition, il faut qu'elle soit limitée dans la durée. Alors, c'est quoi la durée maximale raisonnable de clause de concurrence pour la jurisprudence? C'est 2 ans. 2 ans au maximum, 24 mois. Ici, la clause est de 28 mois. Ça, on peut considérer que c'est excessif. Donc, pour une deuxième raison, la clause est d'une durée trop longue. Elle n'est pas valable. Donc, deuxième motif pour considérer que la clause est invalide. Alors, 3. La zone géographique. Alors, zone géographique est censée correspondre à ta zone de clientèle, la zone dans laquelle tu as tes clients. Bon, là, on ne sait pas. C'est les départements limitrophes. Ouais, ok. Ça peut être valable. Il y a pas rien ne nous dit que ça coince. Ok. Donc ça, on peut imaginer que ça marche. Ok. Ensuite, spécificité du poste. Ici, il était agent d'entretien. Euh, le salarié s'engage à pas à occuper un poste identique. Donc là, il y a une identité de poste. Donc ça, ok, ça passe. Ça passe. Ok. Enfin, l'indemnité de concurrence, c'est le nom de la clause, hein, le nom de l'indemnité. On vous dit elle doit être proportionnelle à la durée de la clause. Plus la clause est longue, plus importante doit être l'indemnité. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pour une clause longue de 2 ans, c'est le maximum théorique, le salarié doit toucher une indemnité qui doit être au moins égale, quand vous regardez la jurisprudence, à minimum un tiers de votre ancien salaire brut. Un tiers. Ok. Ici, on a une clause sont déjà trop longue. Ok. 10%, c'est insuffisant. 10%, c'est clairement suffisant. Ça devrait être au moins 30 ou 33%. Moralité, pour 3 raisons sûres, cette clause n'est pas valable. Un, elle n'est pas légitime. Deux, elle est trop longue. Trois, le montant de l'indemnité de non-concurrence est trop faible. Ok. Moralité, cette clause n'est pas valable et donc le salarié, après qu'il aura quitté l'entreprise, pourra aller bosser où il veut. Ça va? C'est bon? Oui, la Je façon. peux, moi,
Vas-y. Moi, j'ai Oui, juste une petite question concernant l'intérêt légitime. oui, Parce que moi, ce que je trouve bizarre, du coup, par exemple, dans ce cas pratique en particulier, c'est que ils disent qu'il pourra pas s'engager dans un poste identique. Moi, ouais. je sais que ici, ok, c'est pas valable, mais dans un cas, par exemple, différent où elle aurait été valable par d'autres moyens, comment on peut imposer à un salarié de ne pas être engagé ailleurs dans un poste identique si on spécifie pas, par exemple, euh, je sais pas, on limite juste par rapport à des commerces spécifiques ou des choses comme ça, parce que dire Tu tout peux. court qu'un salarié qui pourra pas être engagé dans un poste identique nulle part ailleurs, Oui, c'est- ouais, mais si tu veux, à la base déjà, la clause de non-concurrence ne peut t'empêcher ne peut t'empêcher que de bosser dans une boîte concurrente. Concurrente. C'est-à-dire que si exactement tu bosses dans une banque, tu peux aller bosser dans n'importe quel restaurant ou compagnie d'assurance. Donc déjà, si tu bosses dans une banque, ça pourra t'interdire que de bosser dans une autre banque qui en plus est concurrente de ta banque. Parce que tu vois, si toi tu as une banque d'affaires et que tu vas aller dans une caisse d'épargne, les deux banques sont concurrentes, c'est un business. Tu vois, donc déjà la clause ne jouerait pas. Tu vois, donc déjà, ça ne peut t'empêcher que d'aller dans des boîtes qui sont concurrentes de la tienne. Ok. Et en général, pour exercer un poste identique. Pour exercer un poste identique. Voilà. Alors maintenant, une chose, c'est vrai que cette clause restreint ta liberté de retrouver du travail. Maintenant, par définition, c'est une clause du contrat que tu as signé. Donc théoriquement, tu as accepté le principe de la clause. Alors après, ça suffit pas. Parce que c'est pas parce qu'une clause est dans un contrat qu'elle joue. La clause ne produit ses effets que si, en plus, elle est conforme à la loi. Parce que là, cette clause est bien dans le contrat du salarié, le mec a signé le contrat, mais ça ne suffit pas pour qu'elle soit efficace. Il faut qu'en plus, elle soit conforme à la loi. Or, nous, on vient de voir que pour trois raisons, cette clause n'est pas licite, n'est pas légale. Donc, elle a beau être dans le contrat de travail du salarié, il pourra quand même aller librement bosser où il veut après, parce que la clause n'est pas valable. Ça va? J'ai répondu à ta question? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Monsieur, Je en t'en fait, j'ai prie. une question sur Ouais, la vas-y. durée et le Oui, montant. Est-ce que oui. ces règles sont impératives ou la convention peut prévoir plus, en fait? Parce que vous avez dit, en fait, que la durée légale est de 24 mois, c'est ce que j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Légalement, pour les tribunaux, c'est 24 mois au maximum. Mais 24 mois au c'est maximum. impératif ou une Ouais, c'est convention peut prévoir impératif. plus? Ouais, D'accord, je pense pas qu'une convention collective puisse déroger à ça, non. Tu vois? d'accord. Et même chose pour la rémunération. La rémunération, les tribunaux disent il faut que le montant de la rémunération soit proportionnel à la durée de la clause. Donc, si tu as une clause qui est de 12 mois, l'indemnité pourra être que de 15%, 20% de ton ancien salaire. C'est une clause longue de 2 ans. Quand on regarde les décisions de justice, hein, il faut au moins un tiers de ton ancien salaire. Tu vois? Ça veut dire que toi, tu auras trouvé un autre boulot, tu auras le salaire de l'autre boulot et tu auras un tiers de ton salaire que tu reçois simplement pour respecter la clause. Donc, si tu veux, c'est intéressant pour le salarié. Tu vois. En plus de ça, comme c'est assimilé cette indemnité de non-concurrence à du salaire, s'y ajoute les 10% de congés payés. Donc l'employeur, ça lui coûte une blinde. Tu vois? Voilà. Ok, C'est bon? parfait. C'est bon, Ok, jeunes gens. merci. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se revoit, je ne sais plus trop quand, en février, je crois. Hein? Voilà. D'ici là, portez-vous bien, bossez régulièrement. Bossez, parce qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser régulièrement. C'est la façon la plus efficace d'avoir en tête toutes les informations, hein, pour l'examen. Ça marche? Ok. Allez, à bientôt, jeunes gens.